Dans la manifestation hier qu'on a suivie en direct, on a interrogé des manifestants et certains disaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ils se valent aujourd'hui, les renvoyant dos à dos. Est-ce que vous faites la même chose? Ce n'est pas pareil. Jean-Luc Mélenchon, si je vais au bout de la question très directe, est-ce que vous dites Marine Le Pen et Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est la même chose? Non, ce que je dis, et je le répète après d'autres, c'est que M. Macron s'est le pénisé, peut-être maintenant va-t-il changer d'avis, en reprenant des mots, des termes, des mesures qui étaient celles de l'extrême droite. Ça a été un paroxysme que nous avons vu à la télévision quand son ministre de l'Intérieur a dit à Mme Le Pen « vous êtes trop molle ». C'était un événement absolument inouï. On n'avait jamais entendu un ministre qui est un des garants des libertés publiques parler comme ça. Donc, oui, là, il y a eu, du point de vue de M. Macron, une évolution, et j'espère qu'après les événements que nous venons de vivre, il va comprendre qu'il doit reprendre son rôle, quel que soit le niveau d'engagement que l'on a dans la vie politique, et même des polémiques. À un moment donné, on est tous comptables de l'intérêt du pays. Donc, ça, c'est la première chose. Quant à Mme Le Pen, il est clair qu'elle aussi, elle s'est en quelque sorte, elle a mis la peau de mouton pour qu'on ne voit pas celle du loup. Et quand elle nous fait le numéro où, moi, elle n'a plus rien à voir avec rien, l'Europe, elle est d'accord, etc., on voit bien que les deux conviennent. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, dans la manifestation d'hier, il ne faut pas oublier le texte qui y appelle. Et ce texte ne fait pas que dire l'extrême droite est un danger pour notre pays. Il dit que M. Macron, depuis qu'il est au pouvoir, a raison d'une loi par an, soit sur le terrorisme, soit sur la sécurité, soit sur l'immigration, alors qu'il lit les deux, tous les ans a durci les conditions de la loi dans notre pays. Le Conseil d'État qui a retoqué une partie du texte sur le maintien de l'ordre et notamment l'interdiction de nasser. Vous n'avez pas réagi, je crois, sur ce sujet. J'ai plus le temps de réagir. Je dois réagir à 100 trucs à la fois. Imaginez-vous ce qu'a été ma semaine. C'est la preuve qu'on est bien dans un état de droit. C'est la preuve, en tout cas, que j'avais raison. Et je me permets de vous le dire. Parce que n'ai-je pas entendu pour avoir dit que les méthodes de maintien, soi-disant de maintien de l'ordre, qui étaient en fait une série de provocations du préfet allemand, étaient des méthodes qui conduisaient à la violence. Le nassage conduit à la violence. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas sur ce plateau que j'avais expliqué en quoi consistait le nassage. J'avais donc raison. Et je vais vous dire autre chose encore. Voyez-vous, hier, il y a une autre tactique policière qui a été appliquée. Il y avait beaucoup de policiers. On ne les voyait pas, ils étaient à la fin de la manif. J'ai vu personnellement passer au moins 10 motocyclistes voltigeurs. Heureusement, ils ne sont pas entrés dans la manifestation. Il n'y a eu aucun incident. Par conséquent, on voit bien que les techniques de maintien de l'ordre, qui sont des techniques qui misent sur la paix civile, sont plus efficaces que les techniques où on considère que le manifestant est un ennemi. Ce qui est la pensée de M. Lallemand. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je vous ai demandé si vous pensiez qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'était la même chose. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle vous renvoie dos à dos Marine Le Pen et vous. Elle dit qu'elle s'abstiendra en cas de deuxième tour. Si c'est vous et Marine Le Pen, il faut faire barrage, selon elle, à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'était le but de la manœuvre de la semaine passée, dans certains milieux politiques. C'est ce qu'on appelle couper l'omelette aux deux bouts. Vous avez des gens qui essayent de construire une omelette où il y a les gens raisonnables au milieu, qui sont pour l'Europe et contre les musulmans, et puis des deux côtés, les extrémistes. Bon, ne tombons pas dans ce panneau. Madame Pécresse commet une grave et lourde faute morale. Parce que, quelle que soit l'ampleur de ces désaccords avec moi, elle ne devrait pas parler comme ça. Parce qu'elle sait très bien qu'il y a une différence fondamentale de nature entre un humaniste et un membre de l'extrême droite. Est-elle obligée de dire ce qu'elle voterait? Par exemple, si vous me demandez, je ne vous le dirai pas. Je dirais, je ferai comme à l'élection présidentielle. Si je vous demande par exemple, si le second tour, c'est Emmanuel Macron, Marine Le Pen... Voilà. Alors, je ne vous répondrai pas pour deux raisons. D'abord, parce que cette manière d'installer comme une évidence un deuxième tour qui n'a pas lieu, et qui n'aura pas lieu, et à la fin finit par être lassant. Alors on passe son temps à s'expliquer. Vous voyez, là je perds encore 2 ou 3 secondes. Moi, la dernière fois, comment ai-je fait? J'ai dit, je le rappelle, parce que mes propos, là encore, ont été arrangés et bien tordus dans tous les sens. J'ai dit, il ne faut pas une voix pour Mme Le Pen. Mais je ne donne pas de consigne. Parce que vous ne m'avez pas donné cette autorité. Rappelez-vous qui j'étais, le chef d'un mouvement qui venait de naître. Et donc, nous avons ouvert, laissez-moi finir, nous avons ouvert sur le site des Insoumis la possibilité de dire s'il fallait s'abstenir ou s'il fallait voter pour M. Macron. Voilà ce que nous avons fait. Par conséquent, pour moi, je ne vous dirai jamais ce que je ferai à l'élection au deuxième tour, mais je ne dirai certainement pas que je m'en fiche de savoir si on vote pour Mme Le Pen ou pour quelqu'un d'autre. C'est pour 2022, et là, dans quelques jours, ce sont les élections régionales.
Vous avez déjà expliqué que pour vous, le Front républicain, ça n'a pas de sens. Alors, Donc, commençons par dire... Je vous repose la même question dans le cadre... Non, mais pourquoi pas. Ces choses-là vont se décider régionalement pour une raison très simple. C'est que nous avons souhaité, nous les Insoumis, un accord général dans toutes les régions. Ça n'a pas été possible. Et parmi ceux qui ont décidé que ça n'était pas possible, il y a notamment Europe Écologie Les Verts, qui a réclamé partout la tête de liste en nous disant « de toute façon, ça se décide localement ». C'est donc localement, régionalement, que ça va se décider. Et je ferai comme tout le monde, si on me demande mon avis, je le donnerai aux intéressés, mais c'est à eux d'assumer la situation. Voyez-vous, par exemple, en région, dans ma région, en PACA, l'Europe Écologie Les Verts a décidé qu'ils ne voulaient pas d'insoumis dans leur liste. Nous avons donc été expulsés. Nous avons décidé de ne pas aggraver le désordre local, parce qu'il y a quand même 2 listes dirigées par des Verts. Et donc, je laisse à ces génies de la stratégie la responsabilité de dire ce qu'il faut faire au 2e tour, parce que c'est eux qui ont créé cette situation. 2022, Éric Zemmour laisse planer le doute sur une élection, sur une candidature à l'élection. Est-ce que vous la redoutez? Et pour vous, ça représenterait quoi? Je ne suis pas concerné par tout ça. Moi, je sais qu'en 2022, je me présente avec un programme qui est connu maintenant. Quoique j'ai encore vu certains dire qu'il n'a pas de programme, ce qui est quand même incroyable dans ce pays, le temps qu'il faut pour faire admettre une idée. Alors, voyez-vous, je crois que ça me permet, c'est peut-être le moment d'en parler, excusez-moi, je ne sais plus où on en est de notre... On va y venir. Ah bon, donc c'est pas maintenant. On va parler du progrès social et humain. D'accord. Je l'ai entre les mains, mais j'avance, je déroule un peu le fil. Par rapport au Rassemblement national, vous, à l'extrême droite, à ces idées, il y a eu cette manifestation hier, on voit bien que chacun essaie de voir comment se positionner. Gérald Darmanin, lui, il a dénoncé la marque satanique que représenterait une victoire du RN cette semaine. Et ça vous fait sourire. La rediabolisation, est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne sais pas, mais ce qui m'a fait rigoler, c'est satanique, parce que c'était la semaine où on me traitait de complotiste. Alors quand même, qu'est-ce qu'on peut faire de plus comme expression qui malvenue? Regardez bien cette semaine, voyez-vous, parce que je veux vider cet abcès, parce que j'ai décidé de le faire au moment qui me convenait, et pas au moment où j'en étais sommé. La semaine dernière, on a eu une belle émission avec la France Inter, avec 4 de vos collègues, qui sont expérimentés, qui ne passent pas pour des perdreaux de l'année, et personne n'a vu dans ce que j'ai dit matière à provoquer le scandale qui a eu lieu. Ensuite, 2 militants politiques du printemps soi-disant républicains, qui sont en fait des gens qui combinent avec l'extrême droite, et une dirigeante socialiste en sont pris à moi. Le soir, moi j'étais occupé. Il y avait les élections dans le 20e arrondissement. Et puis, le lendemain, il y a eu Papacito. Donc, je ne réponds pas aux sommations du jacassin médiatique. Et puis, quand même, il a bien fallu que j'admette que ça montait toute la semaine. On m'a donc traité de complotiste. Je le redis, je ne suis pas complotiste, je ne le serai pas, et je n'ai pas de raison de l'être, parce que là, la réalité me donne de quoi... Puisque on y va, on y va. Non, bah non, je vous dis ça parce que c'est pour terminer la séquence. Je rappelle à nos téléspectateurs, sur France Inter, vous déclarez, vous verrez que dans les dernières semaines de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Et vous avez affirmé qu'à chaque élection présidentielle, un événement gravissime venait perturber le jeu pour permettre de montrer du doigt les musulmans, inventer une guerre civile, ajoutant que tout ça s'est écrit d'avance. C'était il y a une semaine après. Est-ce que vous comprenez que ces propos aient pu choquer certains? Non, je pense que c'est un montage pur et simple. Mais attendez, attendez une seconde. On va donner des noms, ne vous inquiétez pas, il y aura des noms. Mais je pense que c'est un montage. Voyez-vous, un peu avant, j'étais islamo-gauchiste. Avant, j'étais anti-flic. C'est-à-dire que toutes les occasions, sur un mot, de me pourchasser, sont les bonnes. Quand je dis « il y aura », parce que c'est toujours comme ça. Pour vous répondre, je vais reprendre les propos de Matthias Felk, ministre de l'Intérieur socialiste, qui déclarait dans un discours devant les préfets, pas devant ses amis dans un banquet républicain, le 5 avril 2017. Les élections constituent une cible pour des terroristes qui cherchent à déstabiliser le pays. Plus la date de l'élection approche, plus notre vigilance doit être forte, et Matthias Felk, ministre de l'Intérieur socialiste, en avril 2017, dit « N'oublions pas qu'en 2012, les tueries de Toulouse et de Montauban sont intervenues en pleine campagne. » Donc, pourquoi n'a-t-on pas fait un procès de complotisme à Matthias Felk? Alors, Bernard Cazeneuve, lui, démontrait ce que moi je dis. Quand ce type d'événement a lieu, c'est immédiatement exploité pour créer de l'émotion, de l'angoisse et montrer du doigt les musulmans.
Bernard Cazeneuve disait, lui, il accusait Marine Le Pen et François Fillon d'exploiter sans vergogne la peur et l'émotion à des fins exclusivement politiciennes. Ont-ils raison ou pas? La semaine dernière, sur France Inter, a été interrogé un spécialiste, M. Jérôme Fourquet, de l'agence IFOP, qui dit, lui, oui, c'est vrai, ça a fait changer la première fois 4% de vote et la deuxième fois 8%. Mais, dit-il, il faut relativiser. J'admets qu'on relativise, mais enfin, on parle dans le premier cas d'1,5 million de suffrages et dans le deuxième de presque 3. Donc, changer 3 millions de suffrages ou 2 millions de suffrages, pardon de vous dire que ça a une importance dans une élection. Alors, je vais d'abord vous clarifier, dire les choses comme elles doivent être dites. Les attentats sont décidés par des assassins et des terroristes. C'est eux qui décident. Ensuite, le système utilise cette situation. Mais ceux qui sont les responsables des attentats, ce sont les terroristes et personne d'autre. vous ne dites pas qu'un système est à l'origine de cet agenda Mais d'attaque. pourquoi dirais-je une chose pareille? Ce n'est pas vrai. C'est bien, les assassins sont les assassins. Mais moi, Madame Kerouer, pardon, mais balayez devant votre porte, là, la profession. Parce qu'en 2012, sur l'affaire de l'assassin Mera, c'est pas moi qui ai inventé que c'était un agent du renseignement intérieur. C'est M. Bonnet, ancien directeur des services de renseignement, qui a dit que M. Mera était un de ses agents. Il a été immédiatement démenti par celui qui était directeur des services à ce moment-là, M. Squarcini. Donc, puisque le directeur avait démenti, pourquoi les autres journaux ont-ils éprouvé le besoin, pendant une semaine, de revenir sur cette affaire et de s'interroger? Et même le grand journal Le Monde a mis en titre « M. Mera aurait découvert qu'il était manipulé par le renseignement intérieur ». Par conséquent, c'est ces citations-là qu'il faudrait mettre là. Vous savez ce qui a choqué dans ma phrase? Je vais vous le dire. C'est que certains, notamment du printemps républicain, n'ont pas supporté que je dise que tout ça sert à montrer du doigt les musulmans. Parce qu'ils sont dans une attitude d'hystérie par rapport aux musulmans. Et donc, là, vous voyez comme vous faites, Madame Kerouer, je le comprends. Mais alors, on analyse chacun de mes mots. Alors, j'ai été prof de français. Ça me permet de tenir le choc. C'est un montage qui est fait contre moi. Parce que je dis nanana, nanana, nanana. De même, vous avez vous-même souligné de même. De même n'est pas égal. De même n'est pas donc. De même ne signifie pas donc. Vous avez compris? Donc ça, c'est un prof de français qui vous le dit. De même, vous verrez qu'il y aura des incidents, parce qu'il y en a eu à chaque élection. À l'instant où je vous parle, mes amis qui m'écoutent mettent en circulation un tweet où on récapitule toutes les dates de tous les attentats qui sont tombés dans des élections. J'ai donc le droit, comme responsable politique, de dire attention à ces façons de tromper tout le monde par des événements qui viennent annuler une élection. Mais... Quant aux victimes, je me sens obligé de redire que j'ai pris pour elles toujours la plus vive compassion. Comment pouvez-vous en douter? Pourquoi a-t-on été chercher ces mots? Pardonnez-moi, moi je doute pas, mais vous avez renouvelé l'expression de votre compassion pour les victimes. Vous l'avez dit. Que faire de plus? Mais je vais quand même vous poser la question. Oui. Est-ce que vous comprenez qu'elle ait été choquée, puisque, par exemple, Latifa Ibn Ziaten, elle n'est pas la seule, dont le fils militaire a été tué par Mohamed Merah, et elle a jugé vos propos inadmissibles sur Twitter. Elle a tweeté sur le sujet. En gros, après une semaine, vous lui dites quoi? Eh bien, la même chose, que je comprends sa douleur et que je sais très bien que c'est le genre de sujet qui ne peut que la raviver. Je lui redis donc ma compassion d'être humain. Comment pourrait-on croire que ça m'est indifférent? Croyez-vous que moi, je ne sois pas père de famille et grand-père? Je le suis comme tout le monde, donc je ressens d'une manière terrible la violence de ces attentats, et en particulier, ce Mera a tué des enfants qui étaient mais hors d'état même de comprendre ce qui leur arrivait. Cette violence-là, elle me percute comme tout le monde, et je comprends que les gens soient indignés. Mais ce qui m'indigne encore plus, c'est que certains aient utilisé mes formules pour dire « Mélenchon a dit que… » tout ça, et alors les gens, ils réagissent à ça. Je ne leur en veux pas. Je ne leur en voudrais jamais. Ils peuvent dire ce qu'ils ressentent le besoin de dire, et j'écouterai avec leur douleur parce que je la comprends. Je la comprends comme moi-même, je suis sensible à la douleur de mes camarades. Quand, par exemple, on en assassine à peu près 10 par semaine en Colombie, et que, hélas, dans la presse de mon pays, on n'en dit pas un mot, parce que c'est plus intéressant de parler du Venezuela, où on ne tue personne, que de la Colombie.